Enfin, quand on part précipitamment, on imagine qu'on arrache ne serait-ce que ça. Bon, après, il y a plein de choses qui posent question. Une précision, Isabelle Dufour, l'histoire du rideau qui cache un mur blanc, c'est évidemment pour pas qu'il y ait d'indices qui puissent montrer où éventuellement se trouvent ces otages quand on fait une vidéo. Hein, c'est à ça que ça sert. C'est ça, absolument. Ouais. En Afghanistan, par exemple, les Américains examinaient très attentivement en fait, l'arrière-plan des vidéos pour essayer de les localiser. Et avec des résultats absolument spectaculaires en fait sur la géolocalisation. Qu'est-ce que vous apprenez quelque chose sur ces vidéos? Moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir si le retrait, enfin le repli du Hamas de cette cache était planifié ou non. Ouais. La présence d'armes et d'engins explosifs divers pourrait laisser penser que ça a été assez précipité. Après, il faudra encore savoir dans quel état sont ces armes et ces engins explosifs. Je ne peux pas croire que le Hamas ait été très surpris en fait par la réaction d'Israël et qu'il n'ait pas planifié en fait, disons la deuxième séquence, la deuxième phase de son action. Ouais, c'est ça qui pose question quand même, Guillaume Lagan. Oui, comme ça a été dit, notamment par Magali, là, c'est quand même aussi une opération de stratégie de communication pour Tsahal, qui, à mon avis, a trois cibles. La première, c'est l'opinion israélienne elle-même, parce qu'il y a quand même un débat en Israël sur le sort des otages, avec des manifestations pour demander à ce que leur vie soit sauvée. Là, Tsahal montre qu'elle agit à leur profit, en montrant une cache où ils étaient apparemment, enfin certains d'entre eux étaient détenus. Le deuxième objectif, c'est, je pense, vis-à-vis de l'opinion publique internationale, pour renverser un peu le récit qui est jusque-là fait des opérations israéliennes, avec ces innombrables morts civiles palestiniennes qui évidemment polarisent beaucoup et mobilisent beaucoup les foules. Là, il s'agit finalement pour l'armée israélienne de ramener les choses enfin de rappeler la rationalité de son action. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être un message vis-à-vis des alliés des États-Unis pour montrer qu'on est aussi dans une phase réelle de lutte contre, parce qu'ils sont quand même partis, le Hamas, donc ça veut dire qu'ils sont dans une situation de repli. Au même moment, l'armée israélienne est en train de communiquer sur le fait qu'elle a pris le contrôle de lieux de pouvoir, le Parlement, etc., du Hamas. Donc il y a aussi, dans un contexte où il y a quand même déjà 46 morts israéliens sur le terrain, le souhait de montrer que l'opération militaire produit ses effets, et que tout ça n'est pas complètement fait en vain. Alors le sujet, évidemment, c'est le sort des otages. Hein. On peut imaginer que s'il y a des biberons et des couches, il y a des bébés qui sont au moins arrivés vivants à cet endroit-là. On verra ce qu'il en est. Donc manifestement, certains otages ont été déplacés. On se demande si, concomitamment à la publication de ces images, un deal ne serait pas en train d'être conclu. On a quelques infos, Magali, à ce sujet-là. C'est un haut responsable israélien sous couvert d'anonymat qui se confie dans les colonnes du Washington Post. Un accord, effectivement, est sur le point d'être conclu. Voici ce qu'il prévoit, cet accord. La libération de 100 otages, alors qu'hier on avait appris que le Hamas visiblement était prêt à en libérer 70. Ce seraient des femmes et des enfants qui seraient échangés contre des femmes et des enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Rien ne filtre en revanche sur la logistique ou comment pourrait avoir lieu cet échange. Oui. Je ne sais pas. On sait que ce serait extrêmement lourd. Donc cet échange, et dans cet échange, il est prévu une trêve de 5 jours, évidemment, pour pouvoir permettre l'échange, pour pouvoir permettre de mettre en place aussi tout ce qui concerne la sécurité humanitaire pour tous ces otages et ces prisonniers. Au total, on le rappelle, entre 240 et 250 otages sont retenus dans la bande de Gaza. Et qui est intervenu pour décrocher cet accord? Il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas de négociation, effectivement, directe entre l'État hébreu et le Hamas. Donc, l'acteur principal, c'est le Qatar, qui joue un rôle primordial. L'Émirat, on le rappelle, finance le Hamas, héberge le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Un autre acteur, ce sont les États-Unis. William Burns, le patron de la CIA, était à Doha en fin de semaine dernière. Il y a rencontré le Premier ministre qatari et le chef du Mossad. Visiblement, il a été question de cet accord. Enfin, il y a l'Égypte qui prend part à ces négociations et qui fait pression sur le Hamas. Cet accord pourrait être annoncé toujours selon ce même haut responsable dans les jours qui viennent. Bon, alors on va être évidemment très prudent. Merci beaucoup Magali. Catherine, une précision. Le Qatar continue à communiquer en disant à Israël et au Hamas, accepter cet accord. Qu'est-ce qui serait acceptable vis-à-vis d'Israël ? De la part d'Israël, plus exactement. De la part d'Israël, c'est effectivement d'avoir un grand nombre d'otages. Parce que souvenez-vous, il y a quelques jours, on avait entendu parler de la possibilité de libérer 12 otages, dont 6 Américains. Évidemment, ça c'est impossible, parce que ça veut dire que tous les 3 jours, vous arrêtez, vous faites une trêve pour qu'il y en ait encore un petit groupe qui sorte. Donc évidemment, les Israéliens ont tout intérêt à essayer d'obtenir le plus d'otages possible. Donc effectivement, prioritairement, bien sûr, les femmes, les enfants ou les personnes qui
qui sont blessés. Et là, le Qatar, effectivement, met la pression, d'ailleurs, sur les deux parties, en disant qu'elle devrait accepter cet accord parce que la situation se dégradant de plus en plus dans Gaza, eh bien, les négociations sont évidemment de plus en plus tendues. Donc là, le Qatar, aujourd'hui, a fait fuiter cette information pour que les autres parties prenantes à ces négociations et les pays qui ont des otages qui sont retenus par le Hamas fassent pression sur toutes les parties impliquées pour leur dire acceptez ce deal, à peu près 100 d'otages contre 5 jours de trêve parce qu'il va falloir les regrouper, les sortir. Comme on l'a vu sur ces images, là, c'était un petit réduit quand même. Donc, effectivement, les otages doivent être disséminés un peu partout dans Gaza. Donc, il faut les réunir, trouver un chemin qui soit sécurisé, bien sûr prioritairement pour les otages, mais on se doute bien que les preneurs d'otages aussi vont vouloir survivre à l'opération. Donc, c'est quand même très sophistiqué pour aboutir à un accord qui satisfasse à peu près toutes les parties. Isabelle Dufour, on voit cet échange-là, femmes et enfants contre femmes et jeunes palestiniens, donc qui sont emprisonnés en Israël, qui sont donc, puisqu'ils sont emprisonnés, c'est qu'ils ont été condamnés à quelque chose. Des femmes et des jeunes en Israël, il y en a beaucoup qui sont emprisonnés. Alors, je ne saurais pas vous dire, mais oui, ils vont essayer en fait d'obtenir une sorte de parité en fait dans l'échange pour que ce soit acceptable, j'imagine, par les parties. Les combattants, en plus, les combattants masculins qui seront détruits en Israël, le sujet est beaucoup plus sensible en fait pour la population israélienne. Oui, évidemment, notamment parce que Magali, on parlait de Yahya Sinwar, qui avait lui été libéré quand Gilad Shalit a été... Pourquoi est-ce que c'est sensible ? Parce qu'en effet, on s'est rendu compte que lors de la libération du soldat, donc Gilad Shalit, qui avait été libéré contre plus d'un millier de détenus palestiniens, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que dans tous ceux qui ont fomenté ces attaques du 7 octobre, eh bien, beaucoup, dont en effet Sinwar, qui est le chef du Hamas dans la bande de Gaza, ils faisaient partie de cet échange de prisonniers. Donc évidemment, ça pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut libérer ceux qui potentiellement pourraient être les bourreaux de demain ? Enfin, c'est un peu ça aussi la complexité de cet échange. Comment se choisit, comment se choisit, Guillaume Laganne, selon votre expérience, ou Magali, je ne sais pas, ceux qui seront, alors celles, puisque manifestement ce seront des femmes et donc des enfants, qui seront prioritairement libérés. J'imagine que tous les pays vont dire attendez, moi j'ai eu plus d'otages que le voisin, il faudrait plutôt 30 Américains et 25 Français plutôt que... Comment ça ? Parce qu'il y a un risque aussi que les pays entre eux-mêmes Non, en principe, on ne doit pas inclure la question de la nationalité dans la libération, justement. L'idée, c'est de libérer les femmes et les enfants et de ne pas parler des nationalités. D'accord. Pour empêcher exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que chaque pays essaie un peu par derrière de faire pression pour dire il faut en libérer plus pour moi parce que j'en ai plus ou parce qu'après je pourrais faire quelque chose, faire pression sur tel ou tel gouvernement, etc. Donc, après, on peut prioriser en fonction de l'âge, en fonction de... Mais le Hamas, lui, va sûrement essayer de jouer là-dessus. Mais en principe, c'est pour éviter ce genre de choses un peu sordides en termes de marchandage que les nationalités ne sont pas censées entrer en ligne de compte. Alors,